Bonjour, nous sommes le 9 décembre 2021. Mon nom est Maître Claude Laferrière. Maître Claude Laferrière. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, aujourd'hui je vais aborder la question très sensible et très actuelle de la pandémie, au sujet de laquelle j'ai 7 questions. 7 questions, lesquelles, à mon avis, sont très importantes et auxquelles nos dirigeants politiques et économiques devront éventuellement répondre. Au départ, j'aimerais revenir sur mon background académique qui, que j'ai plutôt mal exposé. Et voilà. Par exemple, la page frontispice pour cette vidéo, c'est la page couverture de mon ouvrage 5 essais on US National Security Law, qui est paru en 2009 et qui résume en gros mes travaux à l'Université Georgetown de Washington. Dans le cadre du programme de maîtrise en droit international axé sur la sécurité nationale. Et ça faisait partie d'un certain cheminement académique que j'avais commencé depuis longtemps. D'abord, j'aimerais dire, répéter ce que j'appelais mon pedigree, mais qui est en fait mon background académique et professionnel. J'aimerais, évidemment, tout ça, c'est pas pour avoir de l'emploi, mais plutôt pour simplement exposer un peu qui est la personne qui vous parle. Donc, j'ai fait des études de philosophie. J'ai obtenu un baccalauréat, une maîtrise de l'Université de Montréal. Mon programme de maîtrise était axé surtout, et j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le philosophe Henri Bergson. J'ai consacré beaucoup d'heures et beaucoup de temps. Et par la suite, dans le même contexte de la maîtrise, j'ai joint les forces de réserve du Royal 22e Régiment. Et nous sommes à la veille du premier référendum. À ce moment-là, j'ai été admis aussi à l'Université McGill, à la faculté de droit. Et j'ai complété une session. Par la suite, j'ai abandonné mes études pour joindre le Royal 22e Régiment, la force régulière, à la veille du premier référendum. Donc, j'étais un partisan du non. Hein? Bon, soyons clairs, là, le Royal 22e Régiment, le régiment de Sa Majesté. Par la suite, après le référendum, je ne voyais plus tellement mon utilité dans une force d'infanterie. J'ai joint la société American Motors pour devenir coordonnateur régional pour l'ensemble des concessionnaires du Québec AMC Jeep. J'ai occupé cette fonction pendant 1 an. Ce fut pour moi une expérience absolument extraordinaire. Beaucoup d'apprentissage que je conseille à tout jeune homme ou toute jeune femme qui souhaite faire l'apprentissage réel et concret de l'administration et de la gestion. Par la suite, je suis devenu fonctionnaire pour le gouvernement du Canada pour le service correctionnel. J'en ai profité pour retourner aux études en même temps, ce qui m'a demandé évidemment des efforts et une collaboration exceptionnelle de la part de mon épouse, avec laquelle, je suis depuis 41 ans. Et ça a été pour moi le retour aux études, une redécouverte de la faculté, enfin pas nécessairement de la faculté de droit, là, mais une redécouverte du droit, mais à l'Université de Montréal. Et évidemment, j'avais lâché McGill, il n'était pas question que McGill me reprenne. Et de toute façon, j'avais en tête une certaine vision de la pédagogie qui était davantage compatible avec la perspective de l'Université de Montréal. Donc là, j'ai obtenu finalement mon baccalauréat. J'ai fait créditer mes cours de McGill. Et par la suite, j'ai poursuivi jusqu'à la maîtrise, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec Maître Yvon Renaud, le père du droit corporatif québécois.
Et ça a été pour moi une expérience absolument extraordinaire. Et j'ai obtenu ma maîtrise en 1991. Mon thème était l'utilisation d'une information confidentielle en droit des compagnies, perspective de droit comparé Canada-États-Unis. J'ai fait mon stage du barreau à la Commission des valeurs mobilières du Québec où j'ai rencontré un autre personnage important du droit corporatif, du droit des affaires, Maître Paul Fortugnot, qui était président de la commission à l'époque, avec laquelle j'ai eu de très intéressantes conversations et aussi d'autres membres du personnel, dont mon directeur de stage, qui est toujours à l'autorité des marchés financiers et que je vais éviter de divulguer son nom pour des raisons de confort, pour ainsi dire. Et Maître Paul Fortugnot, quant à lui, est décédé depuis plusieurs années déjà. Bon. Par la suite, j'ai ouvert mon cabinet d'avocat à Boucherville et au fil des années, j'ai fait du bénévolat pour l'AFPAD, l'Association des familles personnes assassinées disparues, fondée par le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Et j'ai fait du bénévolat pour la revue du barreau de 2010 à 2020. Et voilà, ça résume grosso modo ce qu'a été mon cheminement. En 2006, j'ai été admis à l'Université de Georgetown dans le cadre du programme en droit international et j'ai poursuivi en spécialisation dans la spécialité de sécurité nationale où j'ai développé des liens avec des amis professeurs, collègues des grandes agences américaines dans le domaine du secteur de ce qu'on appelle maintenant au cinéma le Deep State, les agences de renseignement et de law enforcement américains. Et j'ai obtenu une maîtrise en droit international spécialisée dans le domaine de la sécurité nationale. Par la suite, je me suis consacré surtout en 2007, c'est ça. Par la suite, je me suis consacré surtout à l'écriture et à l'enseignement à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui où j'enseigne dans une université du Québec, dans une fac de droit. Voilà. Maintenant, sur un ton un peu plus personnel, il est important pour moi de préciser que je suis une personne handicapée, que je suis une personne âgée, j'ai 68 ans, et que je suis atteint d'une maladie grave, chronique et incurable appelée la sclérose en plaques. À partir de ça, vous pouvez comprendre que tout ce qui s'est passé dans le CHSLD me touche personnellement et m'interpelle énormément. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Et normalement, je m'intéresse peu aux questions relatives au Québec ou au Canada. Je m'intéresse davantage à la géopolitique internationale et aux questions de sécurité nationale, en particulier tout ce qui touche le nucléaire, le terrorisme, l'espionnage, etc. Mais là, je me sens interpellé, j'ai l'impression de faire partie de la même communauté spirituelle, si vous voulez, que ces personnes, ces milliers de personnes, dont je n'ai pas le nombre exact, là, mais ça semble être un chaos, là, ces milliers de personnes qui sont décédées dans des circonstances absolument épouvantables, pour ne pas dire absolument scandaleuses. Et récemment, j'écoutais les commentaires du premier ministre Justin Trudeau qui voulait exiger des normes nationales. Eh bien, je trouve que son ton est très modéré, qu'il pourrait aller encore beaucoup plus loin. Les normes nationales, c'est vraiment un minimum. Un minimum avec ce qui s'est passé, là, du moins si je me fie à ce que j'entends à gauche et à droite et à ce que je vois dans les médias. Et on pourrait même aller jusqu'à mettre l'État du Québec en tutelle. Je veux dire, tellement j'ai étudié la question des crimes contre l'humanité et des travaux de la Cour pénale internationale. Et je me demande si on n'est pas tombé dans ces eaux-là. D'autant plus que je vois de la part de nos tribunaux une déférence excessive, démesurée par rapport aux décisions de l'exécutif dans le contexte de la pandémie. Je ne sais pas, là, je m'interroge sérieusement, je me pose de sérieuses questions
par rapport à cette déférence dans la cause de Hans Mercier, dans la cause des infirmières. Je me demande, aux États-Unis, le portrait est tout à fait différent. Les juges de la Cour fédérale ne cessent pas de casser les décisions de l'administration Biden. La déférence, ils l'ont pas, ils ont beaucoup moins cette déférence et la révision judiciaire eu égard à la violation de dispositions de la Constitution aux États-Unis est vraiment prise au sérieux. Ici, c'est à se demander si on a encore une charte et si les droits fondamentaux existent. Mais par ailleurs, vous allez voir le sens des 7 questions que je pose à nos dirigeants et pour lesquels je m'attends peut-être à avoir des réponses, ce dont je doute énormément, mais enfin, on présume de la bonne foi et ce sont ces questions-là auxquelles j'arrive. Évidemment, je vais en faire une lecture verbatim, c'est-à-dire que je n'ai pas l'intention, je n'ai pas appris les questions par cœur, mais il y en a 7. Ce sont les 7 questions que j'adresse au pouvoir exécutif du Québec et du Canada dans le contexte de la pandémie. Ces 7 questions, je les ai interprétées de façon un peu humoristique, là, en disant que ce sont un peu les 7 péchés capitaux de la pandémie. Autrefois, dans notre éducation catholique, les gens qui sont de mon âge, on a appris le petit catéchisme, et dans le petit catéchisme, il y avait les 7 péchés capitaux, parmi lesquels on retrouvait la colère, la gourmandise, la luxure, etc., etc. Il y en avait 7, là. Bon, les 7 péchés capitaux. Moi, j'ai 7 questions. Voilà. La première question que je vais poser au pouvoir exécutif était la question la plus importante en regard des libertés pour l'ensemble de la population et par rapport au futur, par rapport à ce qui s'en vient, là. Je vais la lire. Je vais simplement la lire, vous la lire 2 fois, pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit. C'est une question que sur le plan légal, dans mes 7 questions, je n'aborde pas les questions médicales. Je ne suis pas médecin, là, ça ne m'intéresse pas, ces choses. L'histoire de vaccins, puis de médicaments, là. Ça me laisse un peu froid parce que rendu à mon âge, je connais très bien les limites de la médecine. Quand on a atteint de la sclérose en plaques, là, on frappe un mur, hein, on frappe un mur. Ça, je vais revenir et je vais faire une vidéo là-dessus sur la sclérose en plaques. Mais simplement pour vous dire que sur les questions médicales, la médecine n'est pas une science exacte. Hein? C'est pas la physique, c'est pas les mathématiques. Là. Hein? En physique, en mathématiques, on a créé l'ingénierie. Hein? On est capable de faire des avions qui partent de Montréal, s'en vont à Paris, puis ils tombent pas. Hein? On a fait des hélicoptères, des avions à réaction, des fusées. On a fait l'Internet, les téléphones intelligents, les laptops. Ça, c'est la physique. C'est une science exacte. On n'y aise pas en physique. OK? En médecine et en sciences biologiques, dans les sciences descriptives, bien là, c'est des sciences probabilistiques. Hein? Vous allez voir un médecin, vous dit on va vous faire un diagnostic, mais c'est pas sûr. Là, il regarde son CPS, puis là, il regarde, il dit bon, tel médicament peut-être, tel autre médicament peut-être. C'est une science de probabilité. Hein? On prend des chances. Probabilistique. Mais c'est pas une science exacte. OK? Donc, ça, je vais mettre ça au clair, là. J'ai fait un doctorat, pas un doctorat, mais une scolarité de doctorat à l'Université Laval. Par la suite, dans la foulée de mes études de philosophie, j'ai traité les questions entre Bergson et Einstein. Et finalement, je n'ai pas produit ma thèse pour la simple et bonne raison que je voulais changer de sujet, je voulais m'intéresser davantage aux liens entre la mécanique ondulatoire, la mécanique quantique, la théorie de la relativité. Là, il aurait fallu que je recommence à faire des mathématiques. J'étais rendu à un âge avancé. Fait que j'ai lâché tout ça, là. Bon. Mais dans le domaine de la philosophie des sciences, je dois dire que j'ai une certaine expertise. Tout ce qui touche l'épistémologie, les théories de la connaissance, là, la logique, là, bon, j'ai fait mes preuves. Et je peux vous dire que en médecine, les médecins font leur possible, c'est tout. Bon, OK. En physique, ils font pas leur possible. On donne la réponse exacte. OK? Bon, voilà. Voilà, j'en reviens, mais j'ai tendance à dériver là, comme ça de temps à autre. Là, je m'en porte. Je reviens à mes 7 questions. On va commencer par la première. La première est la plus importante pour le futur, comme je disais.
Et il va falloir y répondre. C'est une question dont la réponse ne comporte pas vraiment d'aspects médicaux. Hein? Dans le contexte de la pandémie, c'est plutôt une question strictement juridique. Là. Et là, il va falloir que les juges, passez-moi l'expression, mettent de côté un peu leur déférence, là, leur espèce d'admiration par rapport au pouvoir exécutif qui est pris en situation de crise, qui prend des décisions. Il va falloir maintenant qu'ils prennent une décision vraiment juridique. Là. Hein? Bon. Ma question est la suivante. Une fois l'urgence sanitaire levée, hein, on ne sera pas là pour des siècles. Une fois l'urgence sanitaire levée, est-ce que les décrets vont continuer de s'appliquer? Est-ce que les décrets vont continuer de s'appliquer? Parce que ce sont des décrets adoptés sous le parapluie de la loi sur la santé publique du Québec. Si oui, comment? Est-ce que les décrets vont être intégrés à une loi qui va être adoptée par l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on va faire ça sous forme d'un autre décret en dehors de la loi sur la santé publique? Pour se débarrasser de ces décrets, est-ce qu'il va falloir s'adresser à la Cour supérieure, demander un tribunal de se prononcer sur la valeur des décrets en dehors de l'urgence sanitaire? Ça, pour le futur, c'est la question juridique la plus importante. Puis là, il n'est pas question d'arriver avec des rapports d'experts, des rapports de médecins. Non, non, là, c'est des juges, une affaire d'avocats. Que ça plaise ou non au gouvernement, là, ça va être une affaire d'avocats. Qu'est-ce qui arrive des décrets? Il n'y a plus d'urgence sanitaire. Les médecins ne sont plus dans le décor. Il faut faire confiance à la population, il faut faire confiance aux institutions. La charte va s'appliquer de façon pleine et entière. Qu'est-ce qui arrive des décrets? Normalement, moi je pense, c'est mon humble opinion, c'est qu'en dehors du parapluie de l'urgence sanitaire, tous ces décrets-là vont tomber. D'où toutes les causes qui sont entreprises présentement contre le gouvernement pour attaquer les décrets, elles vont nulle part. D'abord parce que nos tribunaux font preuve d'une grande déférence à l'égard de l'exécutif, surtout en situation de crise, ce qui est tout à fait correct, à mon avis. Évidemment, là, la question, c'est est-ce que des personnes vont contester le fait qu'on maintienne l'urgence sanitaire? Là, c'est encore une question d'experts médicaux. Tant et aussi longtemps que la question fondamentale de l'urgence va être entre les mains des experts médicaux sous le parapluie de la loi sur l'urgence, en vertu de la loi sur la santé publique, la disposition portant sur l'urgence sanitaire, tant qu'on va être sous le parapluie de cette disposition-là de la loi de la santé publique, les médecins vont occuper probablement une grande partie de l'espace public et voire même juridique, ce qui fait que les juges peut-être n'oseront même pas se prononcer ou mettre de côté les experts de la santé publique sur cette question-là en vertu de la règle de la déférence. Bon. Mais si le gouvernement dit, bon, ben là, écoutez, là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on est en urgence sanitaire, par conséquent, on lève l'urgence sanitaire, qu'est-ce qui se produit avec les décrets? En ce qui me concerne, ces décrets-là tombent. Mais il se pourrait que le gouvernement décide de les renforcer pour maintenir le passeport sanitaire, pour maintenir les limites au déplacement, etc. Donc, il y a différentes hypothèses qu'on peut formuler. Mais ça, à mon avis, c'est la question la plus importante dans le contexte de la pandémie. Voilà. Je passe maintenant à la deuxième question, parce qu'il y en a 7. Celle-là est plus sensible et plus touchée. Parce que, voyez-vous, j'enseigne le droit des affaires, le droit corporatif. Et au cœur du droit corporatif, du droit des affaires, on retrouve dans un écrin un peu spécial ce qu'on appelle la question des conflits d'intérêts. Des questions hautement éthiques et hautement morales. Bon.
Personnellement, je suis d'éducation catholique. Hein, j'ai fait mon mémoire de maîtrise Henri Bergson. J'ai abordé Régis Jolivet, Jacques Maritain et la pensée dominicaine, saint Thomas d'Aquin, etc. Donc, pour moi, c'est une question hautement morale et hautement éthique aussi, si on se rapproche davantage des philosophes grecs. Bon, la question est la suivante. Est-ce que nos dirigeants politiques, ou économiques, ou médiatiques, ou des personnes liées à elles, au sens de la loi de l'impôt ou de la faillite, ou d'autres personnes liées à eux, liées à elles, désolé, par procuration contre lettre ou tout autre instrument légal, possèdent des intérêts sous forme de valeurs mobilières ou tout autre intérêt économique au sens large dans les sociétés Pfizer, Moderna ou dans toute autre entreprise de distribution ou de fabrication de vaccins ou dans toute autre entreprise qui y sont rattachées. Par dirigeant politique en particulier, j'entends députés, ministres du gouvernement, de l'opposition, sous-ministres et hauts fonctionnaires nommés par l'exécutif. Ma question en sous-main, ce qu'elle comprend, est-ce que ces personnes-là, la question que je pose, elles vont un compte dans un paradis fiscal du Commonwealth ou ailleurs sur la planète Terre? Je pose cette question parce que depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup des vaccins. Bon, je ne suis pas du tout un anti-vaccin, mais je ne suis pas non plus un anti-médicament. Bon, évidemment, il y a eu tout un débat au sujet de certains médicaments plus ou moins contestés, mais ce qui m'obsède et ce qui me fatigue un peu, c'est qu'en droit de la sécurité nationale, ce que j'ai appris aux États-Unis, là, il y a une expression très claire qui s'appelle « all hands on the deck ». All hands on deck. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? All hands on deck. On pourrait reprendre un peu l'expression du premier ministre Jean Charest qui disait avoir les deux mains sur le volant. Mais ce que ça veut dire de façon très claire et concrète, c'est lorsqu'on fait face à une situation de crise, il faut envisager toutes les options. Il ne faut pas exclure une option. Il ne faut pas arriver avec un préjugé contre une option. Il faut garder l'esprit ouvert. An open-minded. An open mind. Having an open-minded attitude. Hein? Comme disent mes collègues américains. Il faut avoir l'esprit ouvert. Ne rien mettre de côté. Parce qu'on ne sait pas. La science, là, c'est une science probabilistique, la médecine. C'est pas une science exacte. Là. On n'est pas en train de faire l'ingénierie d'un nouveau modèle d'avion à réaction là, ou de chasseur. Il y a une marge de manœuvre, une marge d'erreur d'être très large. Donc voilà. Ça, c'était ma question un peu plus sensible. Et je ne sais pas. Peut-être que certaines personnes voudraient se confesser. Là. Enfin. OK. Troisième question. J'en ai 7. Je vais essayer d'accélérer un peu. La troisième question, c'est au sujet d'une directive du gouvernement du 16 avril 2020. C'est une directive qui a circulé dans les réseaux sociaux. J'ai réussi à mettre la main là-dessus un peu par hasard. Une directive du 16 avril 2020 qui est envoyée aux directeurs et directrices clinico-administratifs du gouvernement. Voilà. Et ce qu'on dit dans cette directive du gouvernement dont je vais vous lire les deux premiers paragraphes, directive qui est signée par 4 personnes, dont une consoeur avocate que je ne nommerai pas. Je n'ai pas l'intention de nommer qui que ce soit ici aujourd'hui. Là. Je vais vous lire les deux premiers paragraphes qui sont extrêmement troublants quant à moi, puis je vais revenir sur ma question. Le ministère de la Santé et des Services sociaux est conscient des impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'offre de services en autopsie.
Pour cette raison, nous vous transmettons les orientations suivantes afin de vous aider à gérer les demandes à cet égard. Premier paragraphe, seulement le premier paragraphe que je vais vous lire. Si la cause présumée du décès est la COVID, avec ou sans test positif, une autopsie doit être évitée et le décès doit être attribué à la COVID comme cause probable. De plus, les décès dont la cause probable est attribuable à la COVID sont considérés comme naturels et ne font pas l'objet d'un avis au coroner. Je répète, si la cause présumée du décès est la COVID, avec ou sans test. Avec ou sans test. Comment ils peuvent faire, on ne sait pas. C'est magie. Une autopsie doit être évitée. Et le décès doit être attribué à la COVID-19 comme cause probable. De plus, les décès dont la cause probable est attribuable à la COVID-19 sont considérés comme naturels et ne font pas l'objet d'un avis du coroner. Signé par une sous-ministre et des avocats et des médecins, etc. Ma question est la suivante. Cela revient à dire que toutes les personnes décédées dans les CHSLD, au sujet desquelles il y a eu des enquêtes, il va y en avoir d'autres, cela revient à dire que toutes les personnes décédées dans les CHSLD sont décédées de mort naturelle à cause de la COVID, et non pas à cause de la maltraitance. Donc, il n'y a pas d'autopsie, et on peut incinérer les corps. Donc, parce on présume qu'ils sont décédés de cause naturelle de la COVID, donc on peut procéder, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison de conserver ces corps-là. Alors, évidemment, il faut que ça se fasse en collaboration avec la famille, là, je comprends parfaitement. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir déclenché une enquête de la protectrice du citoyen, mais aussi et surtout une enquête du coroner, si la cause est naturelle? Donc, la cause n'est pas naturelle. Donc, on peut penser qu'il y a des éléments de preuve, des allégations qui nous laissent croire que la cause n'est pas que naturelle, qu'il pourrait y avoir autre chose, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir autre chose, la maltraitance. Hein? Donc, est-ce que la cause est naturelle? Mais on présume que la cause est naturelle. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de faire d'autopsie. Mais là, on est rendu avec des enquêtes du coroner, donc la cause est plus naturelle. Si la cause est naturelle, la coroner n'a plus juridiction. N'est-ce pas? Et là, ce que le ministère nous dit en avril 2020, c'est que ce sont toutes des morts naturelles, donc une autopsie n'est pas nécessaire. Mais là, maintenant, on a une enquête de la protectrice du citoyen, on a une enquête à l'interne au ministère de la Santé, et là, on a une enquête du coroner. Donc, c'est de la maltraitance, là. C'est autre chose. Il y a une cause criminelle. On soupçonne une cause criminelle. Sinon, le coroner n'a plus juridiction. Alors, pourquoi avoir émis cette directive? C'est quoi la nature de cette directive? Et là, je vais retenir mon commentaire, parce que dans le contexte actuel où il y a pas mal de contradictions dans les témoignages, c'est troublant d'avoir émis cette directive-là. Hein? Bon, de toute façon, cette directive, je l'ai communiquée à la coroner. On va voir pour la suite. Voilà. Quatrième question. Une autre question troublante. Les experts du gouvernement en santé publique sont payés par le gouvernement. Sont-ils des experts indépendants? La question est très simple. Pourquoi ne pas avoir requis l'opinion d'experts non payés par le gouvernement, conformément à la règle de droit en la matière? Oui, je vais m'expliquer un peu. Là. Nous, les avocats, écoutez, je pratique le droit depuis 1992. J'ai mes diplômes puis mes permis, là, vous pouvez les voir. J'ai plaidé en cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel, et
devant les tribunaux administratifs. Lorsqu'on décide, lorsqu'on engage un expert, c'est certainement pas pour venir torpiller notre dossier, hein, n'est-ce pas? Vous comprenez, là? On engage un expert pour que, passez-moi l'expression, il chante la bonne chanson et que son solfège soit parfait. Hein? Parce qu'à partir du moment où il dérape un peu, ben écoutez, ça engage notre responsabilité professionnelle hein, aussi. Hein. On peut se faire demander, avez-vous fait votre due diligence quand vous avez engagé tel ou tel expert dans le domaine de la construction, dans le domaine des affaires criminelles, ou peu importe. N'est-ce pas, vous engagez un expert, c'est pour supporter la thèse de votre client. Bon. Ben là, le gouvernement, là, il paie ses experts, certainement pas pour se faire contredire. N'est-ce pas? Et lorsque le gouvernement donne des subventions à des médias, c'est certainement pas pour que les médias arrivent avec des experts qui vont le contredire. Bon, soyons clairs, là, hein? Donc, la règle de droit me paraît très claire. En fait, ce que le gouvernement, à mon avis, aurait dû faire, c'est la raison pour laquelle je pose la question, c'est à savoir engager des experts de toute tendance pour, par exemple, pour les vaccins, pour les médicaments, et se faire une opinion à partir d'experts qui défendraient des thèses contraires ou opposées. N'est-ce pas? Autrement dit, le gouvernement aurait dû s'ériger un peu comme un juge en cour qui entend les experts des deux côtés et qui, à un moment donné, rend un jugement à la Salomon, un jugement qui peut être un jugement final, intérimaire, puis qui permet finalement au dossier d'avancer en respectant la règle de droit, mais aussi en respectant la science, le savoir, les doutes, les hypothèses. Au lieu de ça, c'est la même chanson, la même narrative depuis le début. On tape sur le clou. On se sent très sûr de soi, très assuré. Et il y a une certaine pratique de la censure, on met de côté. Wow! C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, je suis étonné du silence de la communauté juridique, alors que les avocats, on sait tous que les experts, que ce soit dans le domaine médical, même dans le domaine de l'ingénierie, vous savez, il y a des hypothèses, n'est-ce pas, qui peuvent être défendues devant les tribunaux, puis qui font en sorte que, bon, un dossier avance et le juge prend position, il aide les avocats à progresser. Mais là, non, c'est pas ça. Là, il y a un problème. Hein? Là, c'est une vision unilatéraliste. Bon, pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de procéder, non pas comme les avocats font devant les cours, à savoir de recueillir les opinions multiples de la défense, de la demande, du requérant, de l'intimé. Et voilà. Cinquième question. Une autre question un peu fatigante, mais je reprends un peu le propos d'un député de Québec solidaire et de l'opposition. Et ma question, la cinquième question est la suivante. Pourquoi le gouvernement a-t-il profité de la pandémie pour accorder des contrats importants, des contrats publics, sans appel d'offres en matière d'infrastructure? Quel est le lien entre le virus et le bitume? C'est une question que l'opposition a soulevée, puis je me pose la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Si c'est le cas, là, on a un sérieux problème. Là, on a un sérieux problème, parce que c'est une urgence sanitaire. C'est une urgence médicale. On aurait dû procéder conformément à l'appel d'offres, surtout dans la foulée de la commission Charbonneau, et de tout ce qui s'est dit, puis tout ce qui s'est raconté, là. C'est assez incroyable. On aurait accordé beaucoup de contrats, là, je ne sais pas quel montant, là. Mais il y a des députés de l'opposition qui ont soulevé cette question-là. Moi, je l'ai retenue, celle-là, parce que je la trouve un peu forte. Parce qu'il n'y a pas de lien entre le virus et le bitume, là. Il n'y en a pas. Et ce qui m'amène à m'interroger sur la légalité de ces contrats-là. L'expertise médicale et puis le fait de remplacer un pont, un viaduc, là, ça ne fonctionne pas. Là. OK, sixième question. Sixième question. Je vais y aller directement.
Elle est un peu technique, mais je pense que ça vaut la peine d'aborder. Je pense que vous allez parfaitement comprendre ce que je veux dire. Est-ce que le gouvernement pouvait, par une simple loi, la loi sur la santé publique, une disposition sur l'urgence sanitaire, d'une simple loi, est-ce que le gouvernement pouvait, par une simple loi, suspendre les droits constitutionnels de ses citoyens en matière de mobilité, par exemple, hein, l'accès au restaurant, les gyms, etc. Là, bon. Là, je ne parle pas des mesures sanitaires. Moi, je suis très confortable avec le masque. Je sais que le masque n'est pas très populaire, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce qu'un masque, on peut l'enlever. Un vaccin, on ne peut pas l'enlever. Mais un masque, on peut l'enlever. OK. N'aurait-il pas fallu, à tout le moins, une loi de l'Assemblée nationale ou une loi adoptée par le Parlement, dans le cas du fédéral, à l'unanimité, adoptée à l'unanimité, tant au fédéral qu'au provincial, pour suspendre des droits constitutionnels? Est-ce qu'on peut, par une loi ordinaire, suspendre des droits constitutionnels? Non. Non. Mais à cause du principe de la déférence, il semble que les tribunaux aillent dans le sens de dire oui. À cause de l'urgence, on suspend des droits constitutionnels par une simple loi. Et là, le gouvernement peut adopter des décrets. Écoutez, est-ce qu'il y a une constitution au Canada? Est-ce que ça, c'est disons, une sous-question, question ancillaire? Est-ce que ça, c'est la conséquence du fait que nous soyons une monarchie? Contrairement aux États-Unis, on protège la Constitution et la vaccination obligatoire est barrée partout, dans nombre, dans le secteur privé, même pour le gouvernement, il y a des débats judiciaires qui sont loin d'être terminés là-bas. Ici au Canada, non. Quelle est la cause de ça? Qu'est-ce qui fait que par une loi ordinaire, on peut suspendre des droits dits constitutionnels? La Charte québécoise, la Charte canadienne, tout ça, c'est suspendu. Une simple loi. Et là, on ouvre la porte à des décrets. Le gouvernement gère par décret. Est-ce que ça, c'est la conséquence du fait que nous soyons une monarchie? On ne peut pas faire ça dans une république à l'américaine. Parce que c'est certain qu'à l'heure actuelle, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le Biden a de sérieux problèmes avec sa vaccination obligatoire. Ici au Canada, non. Depuis 2 ans, on limite... on tord ça, là. Bon. Il faut dire que notre Constitution, c'est 1867. C'est à l'époque de la reine Victoria. Il n'y a pas eu beaucoup d'amendements, il n'y a pas eu beaucoup de conférences constitutionnelles qui ont donné des résultats concrets de réformes constitutionnelles. On a plutôt demandé à Westminster de nous donner un peu plus d'autonomie avec le statut de Westminster, avec la loi sur le Canada Act de 1982. On a une formule d'amendement, mais pas tellement utile, franchement. Il y a une charte des droits qui est très utilisée par les organisations criminelles, soit dit en passant, mais qui ne savait pas grand-chose, parce que là, dans le contexte de la pandémie, là, passez-moi l'expression, c'est zéro open bar. Avec une loi ordinaire, on a suspendu les droits constitutionnels. Dans les médias, rien. Dans le milieu académique, rien. Pas de réaction. Silence radio. Problème. Finalement, la 7e question. La 7e question touche la géopolitique. Une géopolitique internationale. Et là, je me suis beaucoup intéressé à ce qui s'est passé en Europe dans les années 30 et à ce qui se passe, à ce qui a continué de se passer en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans toutes les dictatures de la planète. Que ce soit le Portugal sous Salazar, l'Espagne sous Franco, l'Allemagne sous Hitler, la Russie sous Staline, ce qui va devenir plus tard l'URSS, ou encore de Mao Zedong, Zhou Enlai, jusqu'à Xi Jinping en Chine, le Japon de l'empereur Hirohito, voilà.
Et il y a un élément commun à toutes les dictatures de la planète. Et c'est ce qu'on va appeler la doctrine d'État, the state doctrine. Hein? Toutes les dictatures de la planète ont une doctrine d'État. Autrement dit, il existe un corpus juris de lois, de règlements, bon, que tout le monde connaît, qui est diffusé dans des journaux du gouvernement, dans tous les pays, dans l'ensemble des pays, puis qui constituent les archives. En fait, c'est la base même de l'État. Hein? Bon, ça, on comprend ça. Les lois, les règlements, la gazette, les gazettes officielles. Il y en a dans tous les pays de la planète, ont le moindrement organisé, stable, ont ça. Mais dans les dictatures, il y a un élément en plus. Ça s'appelle la doctrine d'État. Et elle n'est pas clairement nommée ou identifiée, mais elle est là. C'est un peu comme une menace. Ça rôde. C'est comme l'épée de Damoclès. Attention à ce que tu vas dire. De qui tu vas parler, à qui tu vas parler, le contenant, le contenu. Attention, il va y avoir une sanction. Dans toutes les dictatures de la planète, on trouve ça. Et ça prend des formes variées. Et d'où ma 7e question. Depuis le 13 mars 2020, n'assistons-nous pas à l'émergence d'une contrainte d'État qui est le propre de toutes les dictatures, de gauche comme de droite? Parce que là, il n'est pas question d'avoir la gauche et la droite, bon, le chiard habituel, là. Non. L'extrême gauche et l'extrême droite ont une doctrine d'État. Parce que ça permet d'éliminer les adversaires. Ça permet de les tasser, de les discréditer, et parfois d'aller très loin. Très, très loin. On le voit avec Poutine, ce que Poutine fait de ses ennemis, n'est-ce pas? On a vu ce que le général Pinochet a fait de ses ennemis au Chili. OK? Ce que Castro fait de ses ennemis. Ce que Xi Jinping a fait de nos deux amis, nos deux Michael. OK? On voit où M. Biden s'en va aux États-Unis avec toute une série de moyens répressifs qui attaquent plus ou moins les républicains. Macron fait la même chose en France. Voilà. Donc, les premiers symptômes d'une doctrine d'État, et là-dessus, je vais être très clair, c'est la censure. Une censure hypocrite, subtile, qui s'insinue un peu partout, puis qui fait en sorte qu'il y a seulement un narratif qui est seulement une version de la vie des gens qui est tolérée dans le domaine public. Et là, la séparation entre le domaine public et le domaine privé devient de plus en plus ténue, c'est-à-dire que le public va dans le privé. Et là, on contrôle le privé. On veut savoir ce qui se passe dans le privé, là. Évidemment, ce qui amène des formes de ségrégation et de stigmatisation. Alors, on va stigmatiser ou on va sortir du domaine public. Exemple, les croyants. Regardez ce qui se passe avec les musulmans en Chine. Dans d'autres pays, on va dire, ben là, écoutez, vous êtes des croyants, nous, on est un État laïque, donc vous n'avez pas votre place. N'est-ce pas? Vous pouvez croire en ce que vous voulez, adorer les poignées de porte. Nous, on s'en fout, c'est du domaine privé, vous n'avez pas votre place dans le domaine public. Donc, toute la question de la religion, par exemple. Bon. À partir du moment où on se met à exclure la religion, là-dessus, les Américains, il faut leur donner ça, ils sont une république qui intègre l'idée de Dieu, mais qui intègre aussi l'athéisme, autrement dit la religion et la non-religion à l'intérieur d'un espace public. Ici, au Québec, c'est plus ça. En France, c'est aussi l'État laïque. La religion n'a plus sa place, mais elle est comme tolérée. En Angleterre, écoutez, c'est la fusion de l'État et de la religion. L'anglicanisme, l'État et la foi anglicane s'incarnent dans
le souverain, le chef de l'État, de l'Église anglicane, mais aussi le chef de l'État. Hein? Bon, il tolère les catholiques, il tolère les puritains. Il y a eu des lois adoptées par le Parlement de Westminster à cet égard. J'en ai parlé dans la monarchie 2. Donc, la question que je me pose, sommes-nous dans une situation où, par exemple, on peut voir très clairement la censure, la ségrégation, la stigmatisation, voire même de la propagande haineuse, n'est-ce pas, dans les grands médias. Hein? On tape sur certaines personnes, là. Et les commentaires que j'ai pu lire au cours des dernières semaines me font dresser les cheveux sur la tête. Là, on est au Québec. Là. Je croyais jamais voir ça au Québec. J'ai 68 ans, là, j'ai vécu un bout de temps aux États-Unis. Là, je regarde ça, ce qui se passe ici. Là. C'est pour moi, là, on est hors norme. Là. Ça ne fonctionne pas. Là. Donc, voilà. C'était mon commentaire. C'était mes 7 questions, mes 7 péchés capitaux de la pandémie. Voilà. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les faire parvenir. Cette démarche, cette vidéo est faite dans une perspective d'éducation populaire. C'est sans frais, je ne demande rien, contrairement à d'autres là, qui font des vidéos et qui acceptent des donations. Moi, je n'accepte pas de donations. J'en veux pas. Bon. Mais si vous avez des commentaires, vous pouvez me communiquer. Moi, je vais y répondre. claudelaf@hotmail.com. CLAUDELAF, comme dans Ferland, @hotmail.com. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end en ce 9 décembre 2021. À la prochaine. Ma prochaine vidéo va probablement porter sur la sclérose en plaques. Et je vais faire d'autres vidéos aussi sur les questions municipales. Là, je vais devoir consulter avec un ami. Et possiblement les changements. Ah oui, c'est ça, là, je me perds. Les changements climatiques que je veux aborder, ce qui va probablement être la prochaine vidéo avant la sclérose en plaques. Donc, on va avoir les changements climatiques, la sclérose en plaques et les affaires municipales. Donc, à la prochaine. Au revoir et merci à toutes et à tous de m'avoir écouté.